Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode week-end de Tech Café. Si l'épisode hebdomadaire vous donne l'essentiel de l'actu, tout ce qu'il faut absolument connaître pour être au fait de ce qui se passe dans le monde de la tech, l'épisode week-end vous donne des éléments un peu supplémentaires, peut-être un petit peu moins indispensables, mais qui intéressera certaines personnes et peut-être sur des domaines d'expertise un petit peu plus poussés. On va vous parler notamment dans cet épisode de Hot Chips, qui n'est pas la série des policiers sur leur moto à l'époque, mais c'est bien de processeurs et de composants dont on va vous parler dans cet épisode. Et puis on a d'autres sujets aussi autour des réseaux sociaux qu'on va vous partager. C'est des sujets qui ont été collectés dans le cadre de la préparation des épisodes, qui ont été mis un petit peu au frigo. Et puis c'est un petit peu comme on le fait parfois en cuisine, on ressort les restes et on les réchauffe pour les redigérer ensuite. C'est ça que c'est encore meilleur réchauffé. Oui, c'est ça, c'est encore meilleur. C'est vrai. On avait des épisodes de Real Life où on disait systématiquement que on réchauffait les restes parce qu'il y avait plein de sujets qu'on n'avait pas abordés, qu'on abordait dans des épisodes. Bref, excusez-moi de ces digressions. Je suis Guillaume Vendée et la voix que vous avez entendue conjointe à la personne qui a préparé le contenu une fois de plus de cet épisode, c'est Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien. Est-ce que ton frigo est bien plein ? Mon frigo est suffisamment plein, oui, absolument. Et puis plein de bonnes choses, des légumes, tout ça. Là. Des produits locaux, des produits frais. Des produits pas toujours très locaux, mais des produits frais, en tout cas au niveau température. Bon, allez, on va, sans autre forme de procès, parler de produits qu'on veut garder le plus frais possible, parce que c'est les processeurs, forcément, on veut pas qu'ils chauffent trop, sinon ils ne répondent plus à leurs besoins, et donc tu voulais nous faire un petit retour, Guillaume, sur Hot Chips. Mais oui, il y a eu la 34e édition de Hot Chips il y a quelques semaines. C'était uniquement en virtuel, cette fois-ci encore, donc Covid oblige. Alors comme toujours, il y a eu des infos assez intéressantes et pas toujours très grand public forcément, mais c'est assez orienté pro, tu vois, data center, tout ça. C'est intéressant quand même de voir un peu les tendances de ce côté-là. Après tout, on utilise nous aussi des data centers tous les jours. Et donc ouais, on peut commencer avec Intel évidemment, puisque du côté d'Intel, on a eu des infos donc sur Raptor Lake et donc les cores de génération 13. Ils seront gravés en Intel 7 comme Alder Lake, donc ils conserveront les cores performance et économie. D'après Tom's Hardware, les architectures seront même les mêmes en fait que pour Alder Lake. Bon, on sait par contre désormais que les Raptor Lake monteront jusqu'à 24 cœurs au total, avec 8 cœurs P, donc puissants, et 16 cœurs E, donc économes. C'est ce qui fait que Raptor Lake pourrait compter paradoxalement sur les cœurs économes en fait, pour monter en puissance. Alors c'est pas si absurde, parce que les cœurs, donc, performance, ils sont quand même très gros, très lourds, très complexes, ils coûtent assez cher en termes de consommation, d'occupation du die et tout ça. Les cœurs E, qui sont donc des dérivés des Atom Gracemont, eux sont plus petits et faciles à caser, et donnent un niveau de performance qui est pas si dégueulasse, puisqu'il est comparable à des cores de génération 6. Donc du coup, c'est pas négligeable, et voilà. Bon, alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce que faisait Intel dans les générations 8, 9, 10, c'est-à-dire contrer la concurrence, avec un process qui évolue presque pas, mais plus de cœurs, quitte à limiter légèrement la fréquence, ou augmenter un petit peu la consommation. Bon, petit peu plus innovant, c'est les suivants, Meteor Lake et Oro Lake, qui seront les premiers cœurs grand public à utiliser Foveros, donc le Lego système d'Intel. Donc c'est la technologie de chiplet, dont on a déjà beaucoup parlé. Donc le principe, c'est de faire des puces modulaires avec des assemblages de die, fabriqués un petit peu comme on veut, par qui on veut, et qui sont interconnectés à super haute vitesse sur une sorte de substrat comme ça. On les pose sur une espèce de grille qui les connecte à très haute vitesse. Donc Meteor Lake sont les cores de génération 14, donc ce seront multi-chiplets, et donc il y aura 4 chiplets dans un premier temps, un pour le GPU, un pour le CPU, un pour les entrées-sorties, et un système qui regroupera des fonctions supplémentaires, par exemple une unité neurale si on veut, pour l'inférence, une unité média, un contrôleur graphique, etc. Évidemment, l'immense nouvelle, c'est que si les GPU et CPU seront gravés donc par Intel dans leur process Intel 4, donc leur prochain, le reste sera gravé par TSMC en 6 nanomètres, donc le grand concurrent, voilà, le rival. D'ailleurs, les infos divergent sur le GPU en fait, mais bon, voilà. Intel accueille la concurrence au sein même de ses puces pour cette prochaine génération, ce qui est du jamais vu. Quoi qu'il en soit, le passage de chiplet est un passage quasi obligé pour tout le monde, il va permettre d'améliorer les rendements, d'optimiser les coûts, etc. Et au-delà de ça, Pat Gelsinger, donc le PDG, est totalement conscient du retard accumulé par Intel, tout en étant très confiant sur l'avenir. Alors, il a un avenir qu'il construit lui-même, en fait, pour la marque, en investissant des dizaines de milliards, dont pas mal viennent du CHIPS Act, qui est donc les 55 milliards signés par Joe Biden pour le secteur, et que Pat d'ailleurs a bien poussé de toutes ses forces, et on le comprend. Bon, donc il a donné une keynote, ce Pat Gelsinger là, où il parle de la réussite de Foveros en fait,
et de UCI Express, donc qui est comment dire, le protocole de communication qui ressemble à PCI Express en fait, mais au niveau des chips, des chiplets, et aussi de l'avenir du Ribbon FET qui se présente bien, donc c'est la prochaine génération des transistors de la marque. Du fait, Intel compte devenir ni plus ni moins que l'avenir de la production de puces du monde occidental, ni plus ni moins. Des usines qui seront ouvertes à tous, qui seront capables d'assembler des systèmes sur puces personnalisés avec des blocs logiques de toute provenance. Voilà, vous pouvez mettre du ARM, du RISC-V, du x86, des FPGA, tout ce que vous voulez. Mais on n'y est pas encore. Donc bon, Joe Biden a fait un discours pour célébrer le début des travaux d'une nouvelle usine à 20 milliards de dollars dans l'Ohio, où le fabricant a un plan à plus de 100 milliards. Peut-être le plus ambitieux en fait jamais vu sur le sol américain. Donc la puissance publique subventionne donc désormais largement le secteur du semi-conducteur, et pour contrer les puissances asiatiques. Mais bon, ça va quand même prendre un moment à se concrétiser. Donc Gelsinger est parfaitement conscient de ça, et il en parlait aussi à la conférence, donc une autre conférence après les Hop Chips en fait, postérieure, qui est une conférence Evercore, la semaine dernière. Intel va continuer à galérer en 2023, il le dit. Donc, c'est clair. Et en particulier dans le secteur des serveurs. En fait, il reconnaît sans problème qu'AMD a fait du bon boulot, et qu'ils ont gagné beaucoup de parts de marché, aidés par aussi les usines TSMC, qui leur donnent accès à des process efficaces, plus même qu'Intel, qui est resté bloqué pendant trop longtemps en 14 nanomètres. Donc il reconnaît que les prochains atomes, enfin un peu les prochains Xeon, Sapphire, les Sapphire Rapids, sont super, évidemment, ils sont super, mais ils sont pas suffisamment super pour ringardiser complètement les EPYC d'AMD et pour inverser la tendance en 2023, voire en 2024. En plus, Intel est en train de refondre un petit peu son organisation de production, donc Sapphire Rapids a été conçu il y a à peu près 5 ans, forcément avec le retard, et donc il a été conçu plutôt avec l'ancien modèle en tête. Et bon, c'est qu'en 2025 et 2026 qu'Intel pourra pleinement tirer profit de toute sa réorganisation et reprendre en main, remettre une main sur le secteur professionnel. Et donc, il prévoit carrément 5 nodes en 4 ans, toujours, pour aboutir au meilleur transistor de l'industrie, comprendre le meilleur process de fabrication, qui leur donnera de toute façon un avantage presque quoi qu'il arrive. Ça, évidemment, c'est ce qu'ils espèrent. Pour le secteur grand public, il est même plus optimiste que ça, puisqu'Alder Lake a déjà permis à Intel de revenir dans la course. Et donc, les générations suivantes, apparemment, sont à l'heure. Donc voilà, pour lui, écoute, tout va bien. Ce qui est marrant, c'est que Pat Gelsinger, c'est en fait, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on entend son constat de dire oui, il y a du retard, machin, on vise ceci, on vise cela. Et en fait, je regardais innocemment et je me rends compte que, en fait, il est arrivé en tant que PDG d'Intel en janvier 2021, donc il y a vraiment pas longtemps. Et surtout dans le monde de l'industrie et des processeurs et à l'échelle des stratégies pour une entreprise comme Intel, c'est très court en fait. Donc c'est pour ça que j'ai ce sentiment qu'il répète souvent, peut-être un peu certains constats, mais évidemment, c'est le temps que les choses basculent, et les échéances que tu as données rappellent à quel point on bascule pas un paquebot comme Intel et dans une industrie telle que celle qui la concerne aussi vite que ça. On parle un petit peu des GPU aussi, Guillaume. Oui, puisqu'on est chez Intel, on peut parler de Ponte Vecchio, qui est la réponse d'Intel au Tesla de Nvidia. Donc on le dit souvent, le calcul intensif, ça passe aujourd'hui par des accélérateurs qui sont dédiés et qui sont souvent globalement des cartes graphiques sous stéroïdes. Donc dans le cas des Tesla, c'est des GeForce qui sont prévus pour le calcul. Puis il y a aussi les Radeon Instinct chez AMD, et Intel il a désormais aussi une ligne de cartes graphiques qui s'appelle les ARC, et cette architecture qui s'appelle XE, elle est aussi utilisée dans des accélérateurs qui s'appellent les Ponte Vecchio. Et c'est vraiment pour les super ordinateurs scientifiques. En général, c'est pas des trucs qui sont vendus dans le grand public. Donc selon Intel, les Ponte Vecchio, ces prochaines cartes seraient 2,5 fois plus rapides que les Tesla A100. On n'a pas énormément de détails, et ce qui est dommage parce que le diable il est souvent dedans, le coquin. Donc on a déjà évoqué la complexité cauchemardesque désormais qu'il y avait à quantifier la puissance brute de ces cartes, étant donné que la puissance varie complètement si vous faites des calculs sur des nombres, ou des vecteurs, ou des matrices creuses, ou des matrices pas creuses, ou des nombres en 64 bits, ou des nombres en 32 bits, ou des nombres en 16 bits, ou des nombres en 8 bits, ou des entiers, ou des flottants. Oh là là là. Voilà, donc si on veut être synthétique, disons que Ponte Vecchio semble être compétitif avec les Tesla Ampere, qui est les Tesla actuels, mais qu'elle sera à sa sortie, par contre, en concurrence avec les Hopper, donc les H100 et pas les A100, qui annoncent des gains substantiels vis-à-vis des Ampères. Des gains d'ailleurs qui vont de super à... Attends, tu t'es pas gouré dans les chiffres? Parce qu'il y a sur certains points, Hopper sera 5 à 6 fois plus rapide que les qu'Ampère, tout en consommant plus d'ailleurs aussi, mais bon. Donc je vous passe le fait que Ponte Vecchio sera aussi confronté au Radeon Instinct M300, qui promet aussi des gains spectaculaires en IA, évidemment. Donc bon, en résumé, la question Ponte Vecchio sera-t-il compétitif? La réponse c'est ça dépend.
J'aime quand tu me donnes des réponses qui sont aussi précises et qui sont aussi engageantes. Très très bien. On continue avec les Tesla, Guillaume. Presque, parce qu'on parle d'IA, donc Hot Chips, ça a été aussi l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur les Dojo. Sur le Dojo, c'est le super ordinateur sur mesure, hein, qui a été fait par Tesla pour ses propres besoins d'intelligence artificielle, et de fait, Dojo est assez original. Donc, c'est une super machine hein, qui utilise des puces qui sont nouvelles, qui sont totalement personnalisées, qui ont été créées pour l'occasion, avec une architecture optimisée selon les besoins et les envies, je suppose, de Tesla. Alors, donc, pas dedans, il y a donc dans les Tesla... Donc chez Tesla, pas de Tesla, parce que chez Tesla, le fabricant de voitures, il n'y a pas de Tesla, de Nvidia, Oui, il n'y a pas non plus de TPU, ils font tout eux-mêmes, donc Dojo, c'est un truc qu'ils ont créé, donc c'est l'ordinateur. C'est aussi comme ça qu'on désigne l'architecture des puces qui vont faire tourner ce super ordinateur. Donc le Tesla Dojo en lui-même, le cœur du système, celui qui fait tourner les calculs, c'est une puce qui marche pas toute seule en fait. Elle accède pas à la mémoire centrale, elle a pas beaucoup de, enfin, elle a pas un gros pool de mémoire embarquée. Elle a besoin d'une infrastructure. Donc ce truc s'appelle le Dojo D1, c'est son petit nom, et ça se connecte avec un interface processor qui est équipé de mémoire HBM, donc c'est lui qui va avoir la mémoire, c'est l'équivalent de la mémoire vidéo d'une Tesla en fait, mais d'une Tesla A100 par exemple, là, de Nvidia. Mais c'est pas fini. Cette interface processeur, il doit être géré par un système hôte, bon, comme un PC en fait, hein, genre son GPU en gros. Donc le Dojo D1, lui, donc il a l'unité de calcul, on va dire, ne contient que des cœurs de calcul et donc un petit peu de RAM de travail, c'est tout. Donc si on se contente, si on se concentre, voilà, si on est content de regarder un cœur Dojo, on se concentre sur ce petit cœur-là, c'est assez intéressant parce qu'il se présente à la fois un petit peu comme un CPU et un petit peu comme un SPE de la selle de la PlayStation 3. Pour ceux qui se souviennent de la selle qui a été énorme, enfin qui était beaucoup mise en avant par Sony à l'époque de la sortie de la PlayStation 3. Donc le Dojo, il est capable d'exécuter du code dans le désordre, comme un CPU. Donc c'est assez nouveau parce que les GPU font pas ça en général. Et c'est un avantage hein, quand il y a des branchements, des boucles par exemple, ce genre de truc. Il décode jusqu'à 8 instructions qu'il dispatche ensuite à 4 unités entières, des unités qui sont des unités soit de calcul entier, soit de génération d'adresses. Puis après, il dispatche aussi à des unités vectorielles. En fait, 2 unités entières, c'est très peu pour un CPU. Si pour un CPU classique, c'est vraiment très peu. Mais ça donne quand même un avantage au Dojo par rapport à un cœur GPU moyen qui fait pas tout ça, qui est pas aussi évolué de ce point de vue-là. Tout ce qui est logique et adressage, en fait, est quand même accéléré, sans aller jusqu'à un CPU moderne, mais c'est quand même beaucoup mieux que rien. Et de toute façon, le gros du boulot sera géré par des unités vectorielles qui, elles, rappellent un petit peu l'AVX 512 et qui donc qui incluent aussi une unité comme ça et une unité matrice. Donc, chaque Dojo peut faire des calculs sur un vecteur de 512 bits et sur des matrices 8 par 8 par 4. Et c'est ça qui donne la puissance au Dojo pour l'intelligence artificielle en fait. Donc ce truc ressemble de loin un peu à un CPU, donc voilà, mais il fait l'impasse aussi sur beaucoup de choses, sur énormément de bordel hein, qui encombre les gros CPU modernes. Donc le Dojo fait du out of order, mais il le fait très mal, parce que par exemple, il note pas comment il réordonne les instructions, et donc en sortie, si ça merde, tu te débrouilles avec le résultat, de toute façon tu sais pas où qui va où, enfin c'est n'importe quoi. Donc ça peut être vu comme effectivement un problème, mais c'est pas forcément le cas si t'as des workloads, des boulots qui sont vraiment très bien identifiés, quoi. De même, il gère pas de mémoire virtuelle non plus. Et il a pas de cache. Donc il a une SRAM qui fait 1,25 mégaoctets, qui est aussi rapide qu'un cache, mais c'est le programmeur qui doit la gérer lui-même. Donc la logique de gestion du niveau de cache, tout ça doit environ. Donc c'est un autre point commun d'ailleurs avec le cell de la PlayStation 3. En réduisant la complexité logique au maximum, en fait, un cœur de Dojo réussit à être minuscule, autour du millimètre carré. Du coup, on peut en aligner 354 sur un D1 complet, en 7 nanomètres. Donc les impasses que fait le Dojo sur certaines sophistications, on va dire, elles sont acceptables dans le cadre de son boulot nominal, qui est de bouffer des matrices à la gigatonne, hein, c'est tout. Il n'est pas censé faire tourner Linux ou un logiciel de compta. Il est fait pour un boulot bien identifié et assez déterministe. Donc finalement, c'est pas grave. Donc il a besoin d'une petite logistique autour, mais là encore, c'est pas grave, parce que de toute façon, il est prévu pour tourner dans des super ordinateurs spécifiques, personne ne va acheter un Dojo pour lui tout seul, ça existera qu'au sein de data center. Donc tout ça, ça lui permet d'aligner quand même 362 teraflops en 16 bits pour moins de 600 watts. Alors note qu'en FP32, donc en 32 bits, son score de 22 teraflops n'est pas si impressionnant que ça, par rapport à la concurrence, mais là encore, c'est le boulot c'est le boulot prévu qui dicte le design, c'est ce que c'est pas le FP32 qui sera le plus utilisé de toute façon.
Est-ce que c'est quelque chose qui justifie à tes yeux le fait qu'il y ait une architecture aussi unique et aussi personnalisée? Est-ce que selon toi, il n'y a aucune ressource un peu clé en main qui se vend dans le monde professionnel comme ça, et même de l'industrie qui... Non, pardon. Si, il y en a plein. Oui, il y en a plein, parce qu'il y a les... Alors c'est quoi? C'est un caprice? Non, c'est pas vraiment un caprice, parce que je pense qu'ils ont leurs propres algorithmes et qu'ils ont envie d'optimiser pour leurs propres algorithmes, puisqu'ils font tout. Ils font à la fois les algos et le matos. Si t'as le luxe de faire à la fois les algos et le matos, c'est nickel, parce qu'en fait, tu sais très exactement de quoi t'as besoin. Tu prends une solution clé en main, bah, c'est beaucoup plus simple, et ce sera raisonnablement puissant, mais c'est quand même beaucoup plus polyvalent, donc c'est pas forcément optimisé pour tes besoins à toi, tu vois, c'est optimisé pour un vaste truc de besoins. Mais les solutions clé en main, évidemment, c'est les Tesla, c'est les Instinct, c'est les TPU, c'est encore... les watts millions d'accélérateurs qui sortent tous les mois, j'ai l'impression, désormais. Donc, non, il y en a plein, mais c'est encore une fois, c'est le luxe de l'intégration, enfin, de l'intégration verticale, un petit peu comme fait Apple, si tu veux. Ok, trop bien. C'est des capricieux, ce que je retiens, mais ils arrivent à justifier le truc, c'est trop bien. On parle un petit peu, alors j'ai du mal à comprendre, est-ce que ARM adopterait un chéri? Il serait en train de se marier? Attends, je vais parler de CXL d'abord, parce que c'est intéressant, je trouve, quand même. Yes. Et le CXL, puisqu'on parle de grosses machines et de data centers, on peut évoquer une grande tendance quand même des data centers, enfin en tout cas une tendance qui est aujourd'hui la désagrégation de la mémoire et le recours aux extensions via PCI Express. Donc il y avait Chips un tutoriel sur CXL. Donc CXL, ça veut dire Compute Express Link. Et CXL, c'est désormais un peu la norme dominante en ce qui concerne l'interconnexion directe entre le CPU, le processeur, et un périphérique via PCI Express. Et ça fait donc communiquer à très haute vitesse le processeur et un truc. Donc le truc, ça peut être de la mémoire, du disque, un accélérateur perso, un FPGA ou autre. Et c'est une longue histoire en fait, cette idée-là. Chaque constructeur a donné sa version ou presque de ce truc-là. Donc c'est ça. Chez Intel, il y avait OmniPath. Il y avait chez IBM, il y avait Capi. Il y avait Gen Z chez HP. Il y a NVLink chez Nvidia qu'on a déjà évoqué d'ailleurs. Donc aujourd'hui, Capi et Gen Z sont passés au CXL Consortium, qui devient un peu le gros standard si tu veux. Donc un des gros potentiels du CXL, c'est de simplifier la gestion de grosses quantités de mémoire sur les serveurs. Parce que bon, mettre des cœurs à tir à l'arigot dans un CPU, c'est super cool, hein, mais encore faut-il les nourrir. Il faut leur donner à manger, tous ces petits cœurs comme ça qui crient famine. Donc, aussi bien en termes de bande passante d'ailleurs, hein, que de quantité juste de mémoire. Quand tu as un CPU à 80 cœurs, maintenant c'est même plus si terrible, de combien de RAM tu as besoin? Ben, admettons que chacun travaille sur 2 Go de RAM, ben, ça fait 160 Go de RAM au total quand même. Ouais. Et là tu te dis, bon bah d'accord, mais ça en fait des barrettes, et je les mets où mes barrettes? Parce que bon, admettons, j'ai un serveur, j'ai 8 slots DIMM, parce que c'est déjà pas mal, 8 slots DIMM, hein, tout le monde n'a pas. Donc, si je mets des barrettes de 16, j'en ai pas assez. Mais avec des barrettes de 32, j'en ai trop. Et si je garnis pas tout, je perds le bénéfice du multicanal. Parce que bon, vous savez certainement, mais un CPU discute avec ses barrettes de RAM sur un certain nombre de canaux. Donc, dans le plus simple des cas, évidemment, il n'y a qu'un seul canal. Hein. C'est le cas dans les vieilles machines ou dans les machines très légères. La plupart du temps, il y a 2 canaux, c'est le dual channel, le double canal, qui permet de doubler la bande passante avec le CPU. Donc, en gros, le processeur parle sur 2 canaux en parallèle sur les barrettes de RAM, et donc, il peut parler sur 2 canaux en parallèle sur les 2 barrettes. Admettons qu'il n'y ait que 2 barrettes, ou s'il y a 4 barrettes avec 2 fois 2. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, pour les machines plus haut de gamme, on a du quad channel, donc 4 canaux, pardon. Et pour les serveurs, on a même du 6, voire du 8 canaux. Alors, bien sûr, il faut que le CPU et la carte mère soient compatibles avec tout ça, et il faut qu'il y ait une DIMM avec laquelle discuter dans le canal. Donc très simplement, si j'ai un PC double canal et 2 slots de DIMM, mais que j'y mets qu'une barrette, il y a un canal qui sert à rien, tu vois, c'est assez évident. Donc dans le cas d'un serveur 8 canaux, si je mets pas 8 barrettes, je perds de la bande passante et donc de la performance. Gaspillage. Et ça c'est caca, c'est pas bien, ça c'est pas possible. Bon. Donc tout ça est propre à donner quand même pas mal de migraines à des pauvres ingénieurs qui ont rien demandé, parce que c'est des chic types, hein, en général, ils méritent pas ça. Donc le CXL, ouais, peut-être que si, mais bon. Donc le CXL peut apporter une solution à ce problème. Donc on met de la RAM sur une carte PCI Express, on en met autant qu'on veut, on s'en fout. Et donc, en fait, on garnit les 8 slots de DIMM avec des barrettes de 16 Go, par exemple, voilà, et puis après, on rajoute ce qu'on veut en CXL. Donc ici, par exemple, ça serait 32 Go de RAM supplémentaire. Alors ok, la RAM sur PCI va avoir une latence un peu supérieure, mais c'est beaucoup plus flexible. Parce qu'en plus, comme le CXL, c'est un protocole, en fait, derrière, il peut y avoir n'importe quelle technologie de mémoire. Ça peut être de la DDR n'importe quoi, 5, 6, GDDR, je sais pas quoi, ou bien de la LPDDR, ou bien alors de la mémoire non volatile. À la carte. Genre le SSD ou du Optane. Bon, Optane est mort, mais enfin bon, ça sert plus à être Optane.
Et ça évite d'avoir à rajouter des canaux mémoire au CPU. Parce que tout ça, c'est de la connectique. Rajouter des canaux mémoire au CPU sur les cartes mères, ça fait de la connectique, c'est plus cher, c'est plus compliqué. Donc plus globalement, le CXL permet de désagréger la mémoire. Aujourd'hui, la RAM est liée directement au processeur d'un serveur, à un node particulier d'une armoire. Donc le CXL permet non seulement de s'affranchir des slots DIMM, et tout ça, mais en plus carrément de créer des pools de RAM partagés. Donc on peut imaginer un espace de 1 Teraoctet de RAM, qui serait mis en commun pour tous les nœuds d'une armoire, et utilisable par tous les CPU au besoin. Et on peut même le faire à travers le réseau si on veut. Donc c'est quand même très appréciable parce que la mémoire c'est cher en fait. Le prix au gigaoctet a cessé de décroître en 2015. Il est resté à peu près stable depuis, et la part du coût de la mémoire dans un système ne cesse d'augmenter. Donc oui, la mémoire sur CXL a alors un temps d'accès un peu plus important, une latence un peu supérieure, mais vu les avantages pratiques qu'elle offre, ça peut valoir le coup. Ouais, une histoire d'équilibrage un petit peu sur le choix, c'est intéressant, très bien. Et du coup, Guillaume, cette fois-ci, tu voulais nous parler du chéri de ARM. Cette fois-ci. Le chéri de ARM. Mais oui, ARM a présenté son chéri, c'est tellement mignon. Hein. Oh. Mais oui. Non, c'est pas super mignon parce que chéri, en fait, ça veut dire Capability Hardware Risk Instruction. Oh la vache, ok. Et c'est fait pour lutter contre les malwares, en fait, en accroissant la sécurité des accès mémoire. En fait, Chéri, c'est un modèle de recherche, finalement, et c'est une proposition de l'université de Cambridge, et ARM vient d'en faire une implémentation expérimentale qui s'appelle Morello. Alors, en quoi que ça consiste, le Chéri, là, beaucoup de malwares utilisent des bugs dans les logiciels qui permettent d'exécuter du code à une adresse mémoire à laquelle ils ne devraient pas accéder. Un truc assez classique, c'est le dépassement de tampon, le buffer overflow. Il faut imaginer une zone de mémoire pour, je sais pas, rentrer ton nom dans une fonction bisou. Voilà, une fonction bisou. Tu rentres ton nom, il te dit bisou ton nom. Voilà. Bon, par exemple, le nom va faire partie des variables locales de la fonction bisou. Donc c'est un truc qui peut faire 32 octets de long, par exemple. Quand le programme appelle la fonction, le compteur ordinal du programme, c'est-à-dire en fait l'adresse à laquelle est le code du programme qui est en train d'être exécuté, il est stocké dans une pile comme adresse de retour. Parce que donc il stocke le compteur ordinal, après il saute dans bisou, et quand bisou est fini, il récupère l'adresse où il s'était arrêté, et il continue le fil du programme. Bon. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, admettons que je mette pas 32 octets, mais 33 dans la variable nom de la fonction bisou, et qu'il n'y ait pas de vérification pour la taille. Comme le programme a prévu un espace de 32 octets, au 33e, il a écrit des données qui concernent le propre fonctionnement du programme, en fait, y compris, à un moment, il a écrit l'adresse de retour, d'ailleurs. Et en général, si c'est juste un bug, ça se traduit par un programme qui se fait virer comme un malpropre par le système d'exploitation pour avoir essayé de faire un peu n'importe quoi et se brancher n'importe où. Mais si c'est fait bien fait, si c'est fait intentionnellement, que je sais exactement quoi mettre après les 32 octets, je peux écraser l'adresse de retour avec l'adresse d'un autre programme. Et lorsque bisou se termine, c'est l'autre programme c'est sur l'autre programme qu'on se branche. Et en général, alors là, les possibilités sont infinies. Évidemment, votre programme il peut être malveillant en général, il va s'exécuter d'ailleurs en quelque sorte avec l'identité du premier, et donc avec son niveau de privilège. C'est aussi comme ça qu'on peut gagner tous les pouvoirs sur une machine. Et donc pourquoi tout ça parce qu'à un moment, un programme n'a pas vérifié les limites du tampon, les bornes du tableau dans lesquelles il était censé travailler. Et donc en gros, ce que propose Chéri, c'est de passer les vérifications de ce type en hardware, et de pas faire confiance aux logiciels en fait, qui font ça comme des sagots en général, faut bien le dire. Bon. Donc concrètement, on va rajouter des métadonnées au registre. Le registre, c'est les variables internes du processeur. Ces métadonnées pourront être modifiées que par le noyau du système d'exploitation. Donc c'est vraiment des trucs très protégés, et on appelle ça les capacités, les capabilities du C de Chéri. Alors par exemple, les limites d'un tableau sont fournies au CPU via une capability, et à charge pour lui, du coup, au CPU de vérifier qu'aucune opération ne fasse des trucs pas catholiques. Voilà, avec. Alors bien sûr, un code machine sans capability va pas devenir magiquement sécurisé. Il faut recompiler le programme pour que le compilateur fournisse les renseignements supplémentaires au processeur du coup. Ça a un coût, évidemment. Déjà, ça double la taille des registres, qui passe de 64 à 128 bits dans le cas de Morello. Ça pourrait être pire, limite. Et ça impose aussi un boulot supplémentaire à la puce, du coup. Du côté de l'efficacité, il y a le système Unix BSD qui a été porté sur Morello, en mode Chéri, et presque 74% des vulnérabilités potentielles ont été annihilées. Et tout ça n'a nécessité que 0,03% de modification du code source, qui est de 6 millions de lignes, donc ça représente quand même 1800 lignes de code. Après, c'est pas si cher payé pour un système d'exploitation complet, Bon, tout ça, c'est encore en prototype, mais il est possible que dans l'avenir, des vulnérabilités qui sont quand même très communes soient éradiquées directement en hardware avec ce genre de système.
Ok, plus de stabilité grâce au hardware, c'est une belle piste de réflexion et puis c'est enthousiasmant. Du coup, ouais, 74%, je pense que n'importe qui peut souscrire, surtout si jamais il y a pas d'impact sur les performances. Trop cool. Ça, c'est pas sûr, par contre. Ah mince, j'avais cru comprendre justement que les impacts étaient minimes mais en termes de perf, mais non. Ça demande plus de boulot à la puce. Après, ça dépend comment c'est géré, mais si tu veux, il faut quand même gérer 128 bits ou le 64, donc ça, c'est jamais gratos. Bon, après, on est prêt à un petit peu de concession sur les performances, dans certaines conditions notamment, pour beaucoup plus de sécurité, ça c'est une certitude. Ok, à suivre et à évaluer. ARM toujours, qui là est en train d'attaquer Qualcomm, Guillaume, donc un volet juridique. Et oui, on continue avec ARM qui attaque Qualcomm sur le dossier Nuvia. Et ça contrarie carrément la vie de Qualcomm. Enfin, ça complique carrément la vie de Qualcomm. Surtout ses ambitions dans les PC et les serveurs, parce que voilà. Nuvia, souvenez-vous, c'était une boîte fondée par des ex-ingénieurs d'Apple qui promettaient de créer des serveurs, des processeurs ARM aussi puissants que les puces Intel ou AMD pour les serveurs ou les PC haut de gamme, voire plus. Il faut imaginer que c'est exactement comme les M2 d'Apple, tout simplement. Ils sont issus de cette équipe-là. Donc, alléchés par tout ça, évidemment, Qualcomm les a rachetés pour 1,4 milliard en 2021 pour aller au-delà des Snapdragon qui montrent quand même pas mal leurs limites dans les machines de bureau, faut quand même le dire. Bon, le problème, il est d'ordre purement légal. C'est-à-dire que Nuvia avait une licence pour développer des puces ARM à eux, c'est-à-dire Nuvia. Et lors du rachat, Qualcomm n'a pas cherché à renégocier cette licence, étant donné qu'ils ont eux-mêmes aussi, évidemment, une licence ARM, puisque Qualcomm, c'est bon, on paye déjà notre fournisseur, on va pas le payer deux fois. Ils produisent la moitié des puces mobiles du monde, qu'est-ce que tu veux? Bon. Mais ARM, lui, il voit pas comme ça. Il a donné à Nuvia sa licence, mais pas à Nuvia racheté par Qualcomm. Et donc, il demande carrément de détruire tout ce que Nuvia a produit depuis qu'il est chez Qualcomm, ni plus ni moins. Alors, avec Nuvia, Qualcomm peut conquérir de nouveaux marchés, et donc il est vraiment pas content. Donc, il y a une grosse bataille juridique qui s'annonce, encore une. Et selon toi, c'est de l'ordre du caprice et de l'opportunité de se faire beaucoup d'argent, ou est-ce que ça te paraît légitime parce qu'après, il faudrait avoir les détails de ce que couvre le contrat, la licence d'utilisation d'ARM. On parle à des juristes et on va peut-être pas rentrer dans le détail, c'est ça? Okay. Non, je sais pas. On pourrait voir ça comme une tentative de mettre des bâtons dans les roues de Qualcomm, parce que bon, écoute, c'est possible, parce que si tu veux, ARM, c'est toujours pareil. Hein. ARM, il license. Alors, ARM, ils vendent la licence de ses processeurs ARM, donc pour qu'ils puissent parler le langage ARM, en fait, c'est ça l'idée, parler le langage ARM, ils doivent être compatibles entre eux, etc. Mais ils vendent aussi des schémas de processeurs, ils vendent des plans tout faits de puces. Et en réalité, ces plans tout faits de puces, il n'y a pas tant de gens que ça qui les utilisent. Par exemple, Apple, il a une licence ARM pour pouvoir parler le ARM. Par contre, ils font des cœurs à eux. Ils n'ont pas du tout besoin des plans de ARM. Tu vois, par exemple, les Cortex. Qui utilisent les Cortex? Il y a Mediatek qui utilise les Cortex. Il y en a plusieurs, mais en vrai, si tu veux, Qualcomm, il l'utilise pas. Apple, il l'utilise pas. Bon, il y a quand même Samsung, ça dépend. Donc, si tu veux, c'est un peu compliqué. Ils aimeraient bien. J'ai du mal à comprendre ce que veut dire parler le ARM. Ça veut dire quoi concrètement ça? Parler le ARM, ça veut dire qu'un programme compilé pour un processeur ARM tournera sur n'importe quelle machine qui parle capable de l'interpréter. Comme je dis, parle le ARM, c'est-à-dire en fait utilise Lisa ARM, est compatible avec Lisa ARM. Tu vois ce que je veux dire? C'est une nomenclature en fait pour faire tourner ton programme sur le processeur tout simplement. Oui, c'est exactement ça. C'est un langage machine, Donc ils sont, tu vois. Bon voilà, c'est vraiment Apple, c'est vraiment l'exemple parfait. Apple, il sait parler le ARM, ça veut dire qu'un programme ARM s'exécute sur Apple, voilà. Mais aussi bien dans les M machin que dans les A machin, il y a ils utilisent pas des Cortex. Il y a pas des Cortex à 57 ou je sais pas quoi dans les Apple. Bon. Et en fait, ça arrangerait beaucoup ARM que plus de monde utilise ces Cortex et ces Mali. Mali, c'est les GPU, hein. Et donc, c'est vrai que mettre des bâtons dans les roues des gens qui utilisent pas ça truc, je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais bon, on pourrait effectivement le voir comme ça. Mais concrètement, je peux rien assurer, voilà. C'est quand même, même si c'est important de faire la différence entre le langage et la puce elle-même. Voilà. Ça c'est mon vrai apprentissage parce qu'en fait je l'avais pas du tout en tête, tu vois, c'est super intéressant de faire la différence entre les deux et de voir que certains achètent des licences pour en gros interpréter les programmes ARM sur leur machine et pas forcément avoir les architectures. Intéressant. On va aller jeter un coup d'œil du côté de AMD. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'AMD en ce moment, c'est plutôt avec des résultats satisfaisants et des perspectives plutôt positives. Est-ce que ça va se confirmer cette fois-ci, Guillaume? Bon, écoute, oui, pourquoi pas. En
tout cas, TSMC aussi, on en parle constamment. C'est le plus gros producteur de puces au monde et son client numéro 1, celui qui a ses faveurs en tout cas, et qui le paye rubis sur l'ongle, c'est qui son client numéro 1? C'est Apple, forcément. Mais oui, c'est Apple, bien entendu. Il lui réserve l'exclusivité de ses meilleures chaînes de production, mais bon, voilà, il en a largement profité. C'est leur client VIP, on va dire. Oui, mais il en a bien profité avec ses puces M1 et M2, qui sont aussi puissants à la fois grâce à l'expertise d'Apple, c'est sûr, mais aussi quand même grâce au process de chez TSMC. Mais bon, c'est pas le seul, parce que si le premier client c'est Apple, le second, c'est AMD. Le partenariat TSMC-AMD lui a permis de revenir dans la course, et de tenir la dragée haute à Intel et Nvidia. Et en fait, sur le process un peu plus ancien, N7, AMD est déjà le plus gros client de TSMC et ils risquent ils seront numéro 2 sur les process les plus modernes et sur les process plus anciens, ils sont déjà numéro 1 en fait, parce que Apple s'en désintéresse un petit peu. Donc on se dit a posteriori qu'heureusement qu'AMD s'est détaché de GlobalFoundries. On se souvient qu'à une époque, AMD fabriquait ses propres processeurs. Puis après, ils se sont scindés en deux avec la branche qui concevait les puces et la branche qui les fabriquait. Et la branche semi-conducteur, ça donnait GlobalFoundries. Et à un moment, GlobalFoundries a plus réussi à suivre la cadence. Donc aujourd'hui, GlobalFoundries reste quand même le 4e fabricant de semi-conducteurs mondial. Et il fait partie... il est en partenariat avec ST Microelectronics et Samsung sur ses derniers process. Et donc il est plus vraiment dans la course aux nodes ultra modernes avec Intel ou TSMC. Mais il continue quand même à vendre des trucs assez évolués au niveau 14 ou 12 nanomètres. Et voilà, encore une fois, partenariat avec Samsung. Top. On parle en plus d'Apple encore un petit peu derrière le client VIP qu'il représente de CSMC. On va parler aussi un petit peu de la manière dont on peut réparer les machines. Guillaume, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et que tu pointes souvent du doigt. Et il y a du nouveau, mais il faut mettre entre guillemets ce nouveau. Apple a mis en place un dispositif pour nous permettre de réparer nos machines. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut être motivé quand même, parce que si Apple se voit forcé finalement de vous permettre de faire les trucs vous-même, il se voit pas forcé de vous faciliter la tâche. Les machines en question, donc c'est les MacBook, en tout cas pour l'instant c'est les MacBook M1R et Pro, sont pas vraiment faits pour être réparés en fait, ils sont même pas vraiment faits pour être ouverts. iFixit est pas très positif sur le dispositif. Alors, changer la batterie d'un MacBook Pro, ça prend 26 étapes, c'est-à-dire que tu dois désosser toute la machine. La batterie ne fait qu'un avec le clavier et l'entièreté du capot qui va avec. Ce qui veut dire que changer la batterie revient à changer pour plus de $500 de pièce. Voilà, je vous laisse juger. Après, c'est remarquable sur le plan de l'ingénierie d'arriver techniquement à faire ça. Faire un truc aussi débile, oui, c'est effectivement tout à fait remarquable sur le plan de l'ingénierie, je suis bien d'accord. Aussi compact, parce que j'imagine qu'il y a des vertus à... Mais bon, c'est... Bien sûr, il n'y a aucun PC aussi fin qui ne facilite l'accès à sa batterie. Alors, c'est vrai que c'est pas le seul à faire ce genre de conneries, parce que Samsung, par exemple, fait des blocs batterie-écran. Ce qui est tout aussi absurde. Tu changes la batterie et l'écran en même temps, c'est complètement débile. Mais au moins, c'est facile à changer. C'est ça qui est... Parce qu'en plus, c'est super compliqué chez Apple, donc ça, c'est magnifique. Ouais. Donc, entre ça et le fait que les M1 sont pas vraiment évolutifs, on va le dire, tu peux rien changer, rien de beau. Voilà, c'est un début, c'est un tout petit début. Pour l'instant, c'est pas trop brillant. Espérons que ça s'améliore. Ouais, puis je suis pas sûr que sur le long terme, justement, ça change leur façon de concevoir leur machine. Et je vois pas trop en quoi ça peut les impacter avec des exigences actuelles. Ok, un petit tour du côté des cryptos, Guillaume. Oui, ça y est, oui, parce que The Merge, la date arrive. Ça y est, oui, c'est pas trop tôt, ça y est, le processus pour rendre Ethereum Proof of Stake est parti. Et ça va juste diviser par 1000 la consommation énergétique du réseau, et le rendre donc en plus nettement plus rapide dans la foulée. Donc c'est vraiment... Moi, je vois ça comme une modernisation nécessaire d'Ethereum. C'est une chaîne qui date de 2015. Pour qu'elle reste au niveau face aux chaînes plus récentes, il faut ça, quoi. Donc, Vitalik Buterin, qui est un des co-créateurs d'Ethereum, a donné une interview dans laquelle il parle un petit peu de cette étape cruciale et aussi de plein d'autres trucs. C'est assez long pour aller voir si ça vous intéresse. Il répond aussi aux critiques classiques contre le Proof of Stake. Il s'inquiète, en fait, lui, plus pour la sécurité du Bitcoin sur le long terme. Il faut dire qu'avec The Merge, Bitcoin deviendra essentiellement la seule chaîne importante en Proof of Work, soulignant encore un petit peu plus son aspect complètement obsolète. Puisque incapable de smart contracts sophistiqués, ultra lente et énergivore, le Bitcoin devient un véritable fossile vivant. Voilà, donc pour combien de temps encore ? Alors les cryptos, pour l'instant, sont toujours en hiver, ça c'est sûr. Et les prix du Bitcoin continuent de fluctuer autour des $20 000. Alors, je vais pas regarder ces derniers jours, mais bon, je pense que ça peut pas. Elles vont pas augmenter avec The Merge, je pense. Alors, on verra bien, c'est intéressant, mais bon, si on en croit une enquête de Forbes, en plus sur 157 bourses crypto, 40% des transactions sur les chaînes Bitcoin seraient purement artificielles, ce seraient des wash trades, comme on dit. Transactions que les gens se font à eux-mêmes, en gros, sans aucune exposition à des risques économiques, juste pour gonfler les stats. Gonfler les chiffres, gonfler les cours.
Alors, remarquons bien que ça concerne absolument pas seulement les bitcoins, bien sûr. Si on va voir les graphiques du site The Block, qui, par exemple, concernant les transactions de NFT, on a même droit, pour LooksRare en particulier, à des graphiques corrigés au hash trade. C'est pour dire à quel point le phénomène n'étonne plus personne. Bon, puisqu'on y est, qu'est-ce qu'on y trouve d'ailleurs sur The Block concernant les NFT? Ben que c'est définitivement dans le gros creux de la vague de la hype quand même, parce qu'en janvier 2022, on avait un volume de transactions mensuel de 5,6 milliards, et ça a fluctué autour des 3 à 4 milliards de août 2021 à mai 2022, et après ça s'est effondré littéralement à 613 millions en août. Septembre, ça n'ose pas mieux, hein, ça s'annonce même 2 fois pire en fait, si la tendance du début de mois là se maintient. Alors pour OpenSea, c'est 90% de chute. C'est encore pire pour LooksRare qui est donc encore au-dessous, je n'ai plus exactement les chiffres en tête. Il avait commencé à se faire une place pourtant LooksRare, enfin, par rapport à OpenSea. D'ailleurs, autre signe des temps, Ubisoft tourne Kazakh en parlant de phase de recherche exploratoire à propos des NFT, les quartz de Ghost Recon. Bon, comme si ça n'avait pas été un lancement super médiatisé. On l'a vu absolument partout dans la presse, mais c'est pas grave. Et bon voilà, donc c'est toujours l'hiver, ça grelotte hein, toujours. Les campagnes de pub massives qu'on a vues depuis un an, tu sais, Matt Damon pour Crypto.com et compagnie, là, bon, elles ont un impact très faible, parce qu'en septembre 2021, il y a 16% des Américains qui avaient déjà investi, peu ou beaucoup, hein, dans les cryptos, et en août 2022, ils étaient 16%. Bon, voilà. Des conditions économiques difficiles, évidemment, en ce moment, hein, qui n'ont pas vraiment de raison de s'améliorer, d'ailleurs, à brève échéance. Ça va peser, ça va continuer de peser, et pour revenir à Bitcoin, en fait, sa consommation devient de plus en plus problématique et remarquée par les autorités. Alors que les prix de l'énergie s'envolent, hein, et que les problèmes de production se mélangent avec les catastrophes climatiques qui s'accumulent, alors que les Californiens sont exhortés même à ne pas recharger leur voiture électrique, pour pas trop stresser la grille, qui est mise à rude épreuve par les clims, ben c'est assez évident que le minage de crypto-monnaies, ça peut pas être vu d'un très très bon œil. Donc il y a un rapport de la Maison Blanche qui estime que le minage de crypto aux États-Unis, donc de Bitcoin, hein, soyons clairs, c'est entre 0,9 et 1,7% de toute l'électricité du pays. Il serait peut-être preneur de récupérer cette énergie pour d'autres besoins. Ça équivaut quand même à la consommation de tous les data centers du monde. Son empreinte carbone serait aussi importante que toutes les locomotives diesel du pays. Et c'est pas si peu, surtout si on compte... alors évidemment, c'est quand même beaucoup. Enfin, compare les services offerts par Bitcoin et par les locomotives, ou les data centers. Bref, ce même rapport encourage les actions rapides hein, pour réguler le secteur et pas laisser les crypto-mining compromettre les objectifs carbone des États-Unis, puisqu'ils veulent quand même la neutralité en 2050. Du coup, Vitalik a peut-être raison de s'inquiéter pour le Bitcoin en fait, hein, parce que comme tout le monde et les US pourraient avoir besoin de leurs mégawatts pour des trucs plus utiles que maintenir sous perfusion un dinosaure de la crypto, la mue d'Ethereum lui permettra peut-être de profiter, quant à lui, hein, d'un futur printemps, voilà, dans quelques mois, je sais pas, après l'hiver, où apparaîtront peut-être des nouvelles pousses. Voilà, au projet, on espère plus raisonnable hein, que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est fou cette consommation, et en plus ce qui est déroutant c'est que malheureusement un État, je pense qu'il n'a pas forcément la main finalement sur cette consommation Bitcoin malheureusement. Enfin tu peux être la Chine et l'interdire, mais est-ce que tu peux faire comme la Chine en fait. Ouais, effectivement, t'as raison. Va savoir. Très bien, on va mettre de côté la consommation d'énergie pour faire tourner des processeurs, pour passer donc comme promis à une rubrique réseaux sociaux, avec quand même un élément de transition, puisque Meta a très envie de bosser en très étroite collaboration avec Qualcomm. Pourquoi Guillaume? Mais pour la VR, c'est l'avenir de Meta, Guillaume. Mais c'est l'avenir de derrière Meta, bien sûr, de ce partenariat. Ben oui, Meta croit à mort dans le metaverse, la VR, tout ça, mais il semble aussi confronté, lui aussi, aux basses contraintes matérielles. Donc il perd déjà suffisamment de pognon dedans, quand même, hein. Alors bon, autant aller au plus simple quand c'est possible. Alors, on se souvient qu'il avait abandonné le développement de son XROS. Alors finalement, c'est Android, hein, tout ça, c'est pas si mal Android, finalement. Bon, hein, pourquoi pas. Et puis, pourquoi le remplacer si ça marche? Exactement. Et là, il a signé un partenariat sur plusieurs années avec Qualcomm pour continuer d'utiliser les Snapdragon XR. C'est plus simple. Mais c'est aussi nécessaire parce que les ambitions de Meta dans le domaine de la puce custom ont été douchées apparemment par quelques soucis. Donc officiellement ils s'interdisent rien, ils pourront utiliser des composants standards, mais aussi demander des ajustements perso, voilà, sur leurs produits. Après, on sait que les temps sont durs pour tout le monde, hein, et que Marc avait un petit peu mis de la pression sur les employés après les turbulences boursières de cette année là. Fin juillet, on avait aussi eu des résultats en baisse quand même, hein, pour la première fois depuis jamais, tout simplement. Après, même si le chiffre d'affaires baissait de 1%, je crois, la base utilisateur s'était remise à croître. Donc voilà, c'est chez Volarm, tout n'est pas encore perdu.
Je les ai séchés, mes larmes. Guillaume, rassure-toi. On va parler un peu de Twitter. Tu voulais revenir sur les ambitions de Twitter. C'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé, mais on peut revenir dessus. Qui avait de l'ambition dans le monde du porno et qui se sont un petit peu fait avorter. On peut revenir sur Twitter parce que le robinet info se ferme plus, quoi. C'est l'horreur, hein. Ça pisse de partout. Bon, déjà, on a appris que Twitter voulait plus de porno sur sa plateforme, effectivement. Donc, en gros, il voulait devenir le nouvel OnlyFans. Alors, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est d'ailleurs une stratégie de com totalement assumée par la boîte, hein, mais Twitter déborde déjà de porno. Parce que c'est le seul réseau social généraliste qui l'autorise, en fait. Donc, les acteurs et les actrices du secteur se privent pas de faire de la promo sur Twitter pour leur travail qui est sur OnlyFans en particulier. Donc, en fait, Twitter fait même un peu la vitrine d'OnlyFans. Logiquement, Twitter, c'est donc... ce printemps, ils se sont dit, voilà, est-ce qu'on pourrait pas nous aussi se lancer dans la monétisation de contenu adulte ? Mais voilà, par exemple, on pourrait adapter le super follow, par exemple, pour ça, pourquoi pas ? Ça permettrait de payer, voilà, le super follow, il permet déjà de payer pour du contenu exclusif. Ou pourquoi pas du contenu exclusif sexuel. Alors après avoir réfléchi 2 bonnes minutes à tout ça, les responsables se sont regroupés en une red team, et 84 employés quand même, hein, pour analyser ce projet, pour voir les éventuels problèmes, et au bout de probablement 30 secondes, la red team en a conclu que rien ne va, en fait. Alors pas vraiment parce qu'ils seraient lâchés par des annonceurs un petit peu pudibons, c'était même couru d'avance la semaine dernière. Même Instagram a d'ailleurs viré le compte de Pornhub, sous pression de certains annonceurs, donc là ça aurait été pire, mais bon. Alors pourtant, sur Pornhub ne diffuse rien d'explicite sur Instagram, hein, mais ils sont quand même fait virer. Mais c'est surtout parce que Twitter a déjà de gros problèmes de pornographie infantile, en fait, et qu'ils arrivent absolument pas à résoudre. Donc dans un rapport de 2021, des employés reconnaissent eux-mêmes que la quantité de pédopornographie en ligne croît exponentiellement, alors que les moyens alloués par Twitter pour lutter contre ça, sont toujours les mêmes, en fait. Ils sont toujours aussi limités et obsolètes. En grande partie parce que comparé à Facebook ou Google, Twitter gagne pas beaucoup d'argent, en fait. Et que modérer son contenu à son échelle lui est très difficile. Facebook dépenserait dans le contrôle du contenu plus que le chiffre d'affaires annuel de Twitter. Et pourtant, on sait que c'est pas parfait quand même, tu vois. Donc se lancer dans le porno en plaçant la plus grande part du contenu derrière un paywall en plus, hein, où presque personne du coup pourrait le signaler, ça aurait rien arrangé. De la même manière, Twitter n'a pas les moyens de détecter les violences, les viols, le revenge porn, absolument. Donc, absolument rien de tout ça, quoi. Et pour finir, Twitter ne connaît pas l'âge de ses utilisateurs. Et il n'a pas de moyen de les contrôler. Donc ils ont planché dessus, hein. Alors, ça serait appelé, si ça avait existé, Real ID. Donc tu uploads tes vrais papiers d'identité, mais après, il faut les matcher, évidemment. En gros, il faut l'infrastructure derrière. Et Twitter, en plus, se fait hacker régulièrement, hein, donc toujours pareil. C'est complexe, c'est risqué, donc ça a été abandonné. Et de toute façon, depuis l'affaire Elon Musk, toutes les ressources sont mobilisées dans la lutte contre le spam et les bots, comme ça c'est plus simple. Mais c'est une problématique qui date pas d'hier, en fait, hein. Il n'y a pas qu'Elon Musk qui a eu envie de s'offrir Twitter, mais qui s'est finalement ravisé. Il y a eu Disney aussi. On s'en souvient pas. Ça, c'est incroyable, je le savais pas, moi. Je sais pas à quel point c'était vraiment ultra public, mais voilà, c'était en 2016, un autre monde de 2016, celui de l'abondance et de l'insouciance. Souvenez-vous. Enfin, c'était juste après les attentats de 2015. Donc finalement, si tu réfléchis bien, c'était juste après les attentats et juste avant l'élection de Donald Trump. Donc finalement, je sais pas trop. Ouais. Mais bref, en 2019, donc Bob Iger, le PDG de Disney, révèle qu'il a eu un accord entre le board de Disney et celui de Twitter pour un rachat. Ça s'est pas fait à cause de la toxicité rampante sur la plateforme. En fait, dans une nouvelle interview, donc Iger précise un petit peu tout ça. À l'époque, Disney voulait se lancer dans le streaming, le contenu online, voilà, et donc il voyait un Twitter, étonnamment, une plateforme mondiale bien installée pour la diffusion de contenu, pour du news, du divertissement, mais il lorgnait pas du tout sur Twitter comme un réseau social. C'est aussi bizarre, hein, vraiment, que ça puisse paraître. Donc ils se sont enflammés assez vite, mais Iger s'est tout de même arrêté sur un point. Combien il y a d'utilisateurs de Twitter qui sont réels, en fait ? Et avec l'aide de Twitter, lui-même, hein, ils ont estimé qu'une proportion non négligeable ne l'était pas. Et donc, combiné avec la toxicité, le deal est finalement tombé à l'eau, quoi. Pourtant... Ça, c'est incroyable, cette histoire, quoi. Ouais, alors Iger donne pas de chiffres, hein. Mais il parle d'un prix très intéressant, pour ne pas dire carrément discount. Donc voilà, il y a eu... C'est ainsi que ce mariage totalement improbable, qui n'avait pas la moindre raison de venir à l'esprit de quiconque, n'a finalement pas eu lieu, alors probablement il se serait fait à beaucoup moins que 49 millions de dollars.
Bah oui, c'est sûr. C'était pas Disney dont il était question parmi les acteurs rumorifiés pour un rachat de TikTok. Tu sais, quand il était question d'avoir une partie de TikTok Disney, je US sais plus. revendue. Il y avait Microsoft, il y avait Oracle. Ouais, il y avait, Microsoft, ouais. Disney, je sais plus. C'était n'importe quoi ce rachat d'ailleurs. Je crois qu'on avait évoqué Disney à l'époque, c'est intéressant. Possible. Réseaux sociaux, un environnement parfaitement sain, Guillaume, mais peut-être un peu avec une forme d'hygiène un peu négligée quand même. Ben non, mais bon, après, si tu veux, lutter contre la toxicité et les contenus extrémistes, c'est pas simple. Il faut reconnaître, hein, évidemment, que c'est une tâche qui est extrêmement compliquée quand on a l'échelle d'un Twitter ou d'un Facebook ou d'un YouTube. Donc les réseaux font pas rien du tout, en fait. Hein. La plupart font des trucs. Mais parfois, par manque de moyens ou par, disons, choix de priorité, et voilà, les choix de priorité qui leur sont propres, ben, leur efficacité sur ces points peut laisser à désirer. Donc on vient d'évoquer une Red Team, donc pour le porno qui aurait été mise en place par Twitter. En fait, le système de la Red Team, c'est général en fait. Quand ils ont un nouveau projet, ils constituent une Red Team qui cherche les problèmes, les failles. C'est bien, n'est-ce pas? C'est très bien, ça évite les problèmes en amont, comme avec le porno, quand c'est fait en amont. Parce que bon, quand Twitter a lancé Spaces, il l'a lancé et 3 mois plus tard, ils ont constitué une Red Team qui n'a pu que constater que Twitter n'avait pas les moyens d'être proactif sur les conférences problématiques qui sont passées sur Space. Hein, bon. Donc voilà, Twitter jouait à tap-top de toute façon avec les contenus dangereux depuis toujours, avec des acteurs malveillants, tout ça, ils étaient dans la réaction, et bon, c'était toujours un peu trop tard quand tu fais ça. Donc fin 2021, ils voulaient lancer une nouvelle approche en fait. C'était nudger les utilisateurs pour les éloigner du contenu problématique. Alors le but, c'était de passer à l'analyse comportementale plutôt que sur le filtrage de contenu. Donc, quand un utilisateur est détecté comme allant vers un contenu dangereux, il serait prévenu, informé, redirigé. C'était le programme s'appelait Redirect, et ça ressemble à ce que YouTube et Facebook avaient essayé d'ailleurs, hein, cibler les gens qui cherchent du contenu problématique avec des pubs, des vidéos, du debunking, etc. Donc, en partenariat avec Moonshot, ils ont commencé par cibler les suprémacistes blancs, les incels et les anti-gouvernementaux radicaux. Voilà, par exemple, les bougalous. Bougalous, c'est un nom rigolo, mais ils sont pas rigolos. Donc les bougalous... C'est vrai que ça fait don d'animal bizarre marin. Ouais, je crois que c'est un truc musical, mais bon, enfin, en tout cas, c'est des gens qui souhaitent carrément une nouvelle guerre civile. Ouais. Et donc, ils voulaient détecter quand un utilisateur utilise un terme bougalou, enfin, un truc associé au bougalou. Ça prête évidemment à regarder un contenu bougalou. Et ensuite, ils introduisent des frictions, déjà. Des pop-up, des messages interstitiels pour inciter à ne pas le faire. Bon. Est-ce que ça aurait été plus efficace ? Ben, on ne saura pas tout de suite, hein, puisque l'arrivée de Musk a coïncidé avec un branle-bas de combat total qui a vu l'équipe sanitaire de Twitter qui s'occupait de ce genre de truc, quoi, quasi complètement vidée en fait. La priorité, c'est devenu les bots et le rachat, et beaucoup d'employés d'ailleurs sont assez dégoûtés. Chez Meta aussi d'ailleurs, hein, y en a qui doivent être bien dégoûtés puisque les priorités bougent, les équipes se réorganisent. On le sait, hein, l'heure est à la réduction des coûts. Déjà cet été, l'équipe IA avait été complètement chamboulée, et là, c'est la Responsible Innovation Team qui a été dissoute chez Meta, donc une équipe qui était responsable de lutter contre les effets indésirables potentiels des produits de la boîte. Et il y a certains membres qui sont intégrés à d'autres équipes, voilà, bon. Quant à Elon, lui, il est toujours embourbé dans sa tentative d'échapper au deal, hein, qu'il a lui-même proposé quand même. Et il traîne des pieds d'ailleurs, hein, pour répondre aux exigences de la cour. Il s'est mis dans une caca avec cette histoire. Ah oui, mais en plus, la juge McCormick, elle est pas contente. Elle se plaint ouvertement de lui. Parce qu'il produit pas tous les bons documents qu'on lui demande, il répond aux demandes d'interrogatoire en reculant. Pour résumer, le juge est pas contente. Elle essaye de remettre vraiment Elon à sa place en disant qu'on n'est pas là pour plaisanter, tu vois. Donc voilà, elle accède pas nécessairement à toutes les requêtes de Twitter non plus d'ailleurs, parce qu'il voulait tous les SMS échangés entre Musk et Birchall, qui est son comptable perso. Ça a été jugé trop intrusif. Donc pour le moment, difficile de dire pour qui ça se profile mieux. Mais enfin, la juge, elle est pas là pour rigoler. Et puis voilà, apparemment, il est pas assez discipliné, Elon. Bah oui, c'est bizarre, on l'apprend, hein. On n'aurait pas cru comme ça. Ok, et on va clôturer à la fois ce volet réseaux sociaux et cet épisode week-end en parlant de Truth, hein, le fameux Truth de Donald Trump, dont on a des nouvelles, et a priori c'est toujours pas forcément glorieux en termes de résultats, Guillaume. Bah oui, petit retour sur Truth et sur Snap aussi, qui vont pas très fort, hein, finalement. Alors Truth qui a beaucoup de mal à trouver. Truth, toujours dans le trou. Il a du mal à trouver un business model qui fasse de l'argent, quoi. Donc du coup, ça a du mal à se faire. Il a du mal à se faire accepter sur Google Play aussi, ce qui limite d'autant sa pénétration d'ailleurs. Et il est aussi toujours ultra dépendant de la popularité de Donald Trump, qui est lui sur le coup de multiples enquêtes. Donc ça peut être un peu aléatoire tout ça.
Bon, ils viennent de faire un partenariat avec Rumble pour les pubs, donc là, pas sûr que ça suffise. Donc ça va quand même assez moyen. Et quant à Snap, il a beaucoup souffert du crack des valeurs tech de cette année, mais vraiment, hein, son action a perdu plus de 80% de sa valeur. Donc elle est passée à plus de $80 au plus haut, il y a moins d'un an, hein, à $11 aujourd'hui. Donc Snap a affiché des grosses pertes en juillet dernier, et malheureusement ça va se traduire par des coupes dans les budgets, et aussi par des coupes dans le personnel. 20% du personnel en moins, soit plus de 6000 personnes. Donc Snap se reconcentre, hein, et les projets un petit peu aux marges comme ça se prennent cher. Hein. Donc le Pixie par exemple, c'est fini. Aussi, plusieurs personnes de chez Snap AR seraient parties. Le réseau social cartographique Zenly va fermer, ce qui laisse sur le carreau 70 personnes en France quand même. C'est d'autant plus étonnant que Zenly marche plutôt bien au Japon en fait. Mais bon, c'est même frustrant, Snap veut pas le revendre, d'ailleurs Zenly c'est même frustrant en soi, puisqu'il pourrait le revendre, mais il veut pas, parce que sinon ça serait se créer un concurrent. Il avait racheté en 2017 pour développer SnapMap, mais non, il veut pas... Politique de la terre brûlée, ça. Il veut plus de concurrence SnapMap, donc aucune raison de revendre Zenly à quiconque. Bon. Un cadre de Snap, Jeremy Gorman, vient aussi de quitter le navire d'ailleurs pour prendre les commandes des abonnements pub chez Netflix. Il fait des abonnements sponsorisés par la pub. Bon après, il y a eu une grosse période d'euphorie aussi chez Snap, hein, et là c'est la gueule de bois. C'est dingue, hein, ça me paraît hier qu'on discutait du Pixie et des bonnes perfs de Snap, mais bon, que veux-tu ? Enfin, la fin de l'insouciance, tout ça. Donc Evan Spiegel est totalement conscient de ce truc-là, il parle de coup de poing dans la tronche, littéralement, et donc dans un long mémo aux employés, il dit que le contexte économique est difficile, la croissance de Snap ralentit, et que même ajusté par rapport à l'inflation, en fait, le chiffre d'affaires est en baisse. Donc le plan pour tenir face à l'adversité, c'est investir d'autres marchés porteurs, qui veut faire le push dans plusieurs pays, en particulier le Mexique, le Brésil, l'Italie, l'Espagne et le Japon, donc il veut attirer aussi plus de trentenaires et de quarantenaires. Il veut vendre sa technologie de réalité augmentée à d'autres, il veut parier sur la pub en réalité augmentée, super. La pub en RA doit totaliser 10% des revenus publicitaires l'an prochain, donc c'est vraiment assez fort, quoi. Il veut faire le forcing avec les spectacles, donc c'est l'Unatera. Donc il souhaite augmenter de 10% le temps passé sur Snap et passer à un bon tiers d'utilisateurs quotidiens sur Map et Spotlight. Tout ça pour amener quand même 6 milliards de chiffre d'affaires et 1 milliard de bénéfices l'an prochain. Écoute, l'espoir fait vivre. Ouais, c'est une belle conclusion. C'est compliqué pour moi d'arriver à comprendre parce qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de Snap comme étant une entreprise, un service qui était vraiment en stagnation, qui continue à être utilisé évidemment par toute une population jeune et parents de plus jeunes d'ailleurs pour converser assez facilement avec eux. Et ensuite, on a dit qu'ils se portaient particulièrement bien au niveau des résultats financiers. On a parlé de ce petit drone là qui semblait recueillir quelques avis positifs, même si je voyais pas très bien quel avenir pouvait se dessiner derrière cet appareil. Et on se rend compte que Snap va finalement très mal. Donc je sais pas trop quoi penser de ce service, je sais pas trop comment ils peuvent survivre à long terme. Après, attention, hein, ils vont très mal. Tout le monde va très mal si tu vas par là, parce que le chiffre d'affaires de tout le monde sont en baisse, la croissance, c'est plus que c'était. Après, comme tous les... Oui, mais c'est un acteur qui est quand même un petit peu plus localisé, qui a un petit peu moins de matelas de sécurité, on va dire, peut-être que les autres entreprises. Oui, c'est possible. Après, ils avaient beaucoup profité, comme toutes les valeurs tech et les réseaux sociaux en particulier, 2020 et tous les confinements les avaient boostés, donc ça, ils étaient aussi probablement surévalués. Il leur faudrait un nouveau confinement, en fait, un nouveau virus. Mais c'est clair. Bon, écoute, on suivra l'avenir de Snap et de leurs résultats. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode sur lequel on s'est plongé dans l'actualité des processeurs avec Hot Chips et puis dans lequel on s'est penché aussi sur l'actualité des réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci par avance d'envisager une évaluation sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict ou sur Spotify, ou à la limite peut-être le trio du boucher. Si vous faites les trois et que vous faites la copie d'écran, vous nous l'envoyez et vous avez notre gratification la plus complète à votre égard. Évidemment, si jamais vous voulez soutenir Tech Café, il y a un financement participatif qui est disponible sur la page Patreon. L'adresse c'est patreon.com/techcafé et vous aurez toutes les infos pour savoir comment soutenir votre podcast, débloquer la pub. Merci beaucoup pour votre fidélité, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Non, moi je suis en train de faire la tournée des hôtels des fois que je trouve des Quest Pro. Ah bah oui, il paraît qu'il entraîne et qu'il traîne dans certains hôtels, donc je vais aller jeter un coup d'œil moi aussi, va savoir. Après les iPhone 4, peut-être un casque de réalité virtuelle. En attendant, je suis sur le site guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. Si vous tapez Guillaume Vendée, vous devriez avoir de bonnes chances de me trouver.
On se donne rendez-vous dans quelques jours maintenant pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.